Mon gendre m'a mise à la porte juste après la mort de ma fille. Va dans une maison de retraite vieille. Mais quand il est allé à la banque pour retirer l'héritage, le directeur lui a donné une nouvelle qui l'a fait s'évanouir. J'ai toujours su que la vie avait ses hauts et ses bas, mais je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, j'affronterais l'une des périodes les plus difficiles de mon existence. Je m'appelle Thérèse Vivien, et voici l'histoire de comment j'ai découvert que même quand tout semble perdu, le destin peut encore nous réserver des surprises extraordinaires. Pendant 42 ans de mariage, j'ai construit une vie solide aux côtés de mon cher époux. Nous avons eu notre fille Camille, qui est devenue la lumière de nos yeux, une jeune femme brillante qui a étudié la gestion et est sortie diplômée avec mention. Quand elle a eu 26 ans, elle a rencontré François Killiam lors d'une soirée de remise des diplômes d'une amie. Il semblait être un jeune homme bien élevé, bien habillé, avec un sourire captivant et des paroles douces. Camille a été charmée dès leur première rencontre. François travaillait comme vendeur dans une concession de voitures importées et se présentait toujours comme un homme ambitieux, plein de projets d'avenir. Pendant leur fréquentation, il se montrait attentionné envers moi et mon mari, apportant toujours des fleurs à Camille et saluant tout le monde poliment. Je me souviens comme il complimentait ma cuisine lors des déjeuners du dimanche, disant qu'il n'avait jamais goûté d'assaisonnements aussi spéciaux que les miens. Après 2 ans de fréquentation, ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple mais belle à l'église du quartier. J'étais radieuse en voyant ma fille en robe blanche, marchant vers l'autel au bras de son père. François semblait sincèrement ému et à ce moment-là, j'ai cru que Camille avait trouvé son âme sœur, comme je me trompais sur le véritable caractère de cet homme. Les premières années de mariage semblaient se dérouler normalement. Camille a continué à travailler dans un cabinet comptable, tandis que François gardait son emploi à la concession. Ils habitaient dans un appartement loué pas très loin de chez nous, et Camille me rendait visite au moins 2 fois par semaine. J'ai toujours remarqué qu'elle était réservée quand il s'agissait de problèmes personnels, mais j'ai commencé à noter de petits signes qui m'inquiétaient. Parfois, Camille arrivait avec les yeux rouges, comme si elle avait pleuré, mais quand je lui demandais si tout allait bien, elle répondait toujours avec un sourire forcé que tout était parfait. D'autres fois, elle annulait nos rendez-vous à la dernière minute, prétextant que François avait prévu quelque chose de spécial pour eux. Progressivement, les visites sont devenues moins fréquentes, et quand elle venait, elle semblait tendue et distraite. Mon mari a aussi commencé à remarquer des changements dans le comportement de notre gendre. François est devenu plus distant pendant les réunions familiales, vérifiant souvent son téléphone ou trouvant des excuses pour partir plus tôt. Quand nous essayions de parler travail ou projet d'avenir, il donnait des réponses vagues et changeait rapidement de sujet. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne m'inspirait pas confiance, une froideur que je n'arrivais pas à identifier clairement. La situation s'est aggravée quand mon mari a été diagnostiqué d'un grave problème cardiaque. Pendant les 6 mois qui ont précédé sa mort, Camille est devenue mon principal soutien émotionnel, nous rendant visite presque quotidiennement et aidant aux soins médicaux. François, en revanche, apparaissait rarement, prétextant toujours un excès de travail ou des engagements incontournables. Quand mon époux est décédé, François est venu à la veillée et à l'enterrement, mais est resté la plupart du temps au téléphone ou à fumer à l'extérieur de la chapelle. Après la mort de mon mari, Camille a intensifié ses visites, inquiète de mon état émotionnel. Elle insistait pour que je ne reste pas seule à la maison, particulièrement pendant les nuits, quand la solitude pesait le plus sur mes épaules. C'est pendant cette période difficile que j'ai réalisé à quel point ma fille avait mûri et était devenue une femme forte et attentionnée, toujours prête à sacrifier son propre confort pour le bien-être des autres. Malheureusement, le bonheur que je ressentais d'avoir une fille si dévouée n'a pas duré longtemps. 3 mois après le décès de mon mari, Camille a commencé à se plaindre de maux de tête constants et d'une fatigue extrême. Initialement,
Nous avons attribué ces symptômes au stress émotionnel causé par la perte de son père. Mais quand les douleurs se sont intensifiées et qu'elle a commencé à avoir des épisodes de vertige, j'ai insisté pour qu'elle consulte un médecin. Le diagnostic a été dévastateur. Camille avait développé une tumeur cérébrale agressive et les médecins ont été clairs sur la gravité de la situation. Le traitement serait long, douloureux et avec peu de garantie de succès. À ce moment-là, j'ai senti comme si le monde entier s'écroulait à nouveau sur ma tête. Perdre mon mari avait déjà été un coup terrible, mais la possibilité de perdre ma fille unique était tout simplement insupportable. Pendant les 8 mois de traitement, j'ai consacré chaque minute de mon temps aux soins de Camille. Je l'ai accompagnée à toutes ses séances de chimiothérapie, j'ai tenu sa main pendant les moments les plus douloureux et j'ai essayé de garder son moral au plus haut même quand j'étais moi-même anéantie. François est resté physiquement présent, mais émotionnellement, il semblait de plus en plus distant. Il montrait rarement une véritable affection pour son épouse et semblait souvent plus préoccupé par les questions pratiques que par sa souffrance. Dans les derniers jours de sa vie, Camille m'a appelé pour une conversation privée. D'une voix faible mais déterminée, elle m'a parlé des problèmes dans son mariage qu'elle avait cachés pendant des années. François était devenu dominateur et émotionnellement abusif, critiquant constamment ses décisions et l'isolant de ses amis. Elle m'a aussi révélé qu'elle avait découvert des irrégularités financières impliquant son mari, mais qu'elle n'avait pas la force de gérer cette situation tout en luttant contre la maladie. Camille est décédée un mardi matin, tenant ma main et murmurant des mots d'amour et de gratitude. Son départ a laissé un vide immense dans ma vie, une douleur qui semblait impossible à supporter. Pendant les funérailles, j'ai observé François recevant les condoléances avec une expression qui me semblait plus soulagée qu'endeuillée, ce qui a éveillé en moi un profond malaise. Après l'enterrement, je suis rentrée chez moi dévastée, mais déterminée à honorer la mémoire de ma fille. Cependant, François avait d'autres plans pour moi, des plans qui allaient révéler sa véritable nature cruelle et intéressée. À partir de ce moment, ma vie allait prendre une direction complètement inattendue, et je découvrirais des forces que je ne me connaissais pas. 2 semaines après l'enterrement de Camille, j'essayais encore de réorganiser ma vie quand François est apparu à ma porte avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un jeudi matin, et je venais de terminer mon petit déjeuner solitaire quand j'ai entendu la sonnette. En ouvrant la porte, j'ai trouvé mon gendre les bras croisés avec un regard froid qui m'a fait frissonner. « Thérèse, il faut qu'on parle !» a dit François en entrant sans attendre mon invitation. Il s'est dirigé vers le salon comme s'il était le propriétaire des lieux, regardant autour de lui avec une expression calculatrice qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. Je l'ai suivi, essayant encore de comprendre la raison de cette visite inattendue et du changement radical dans son comportement. « Bien sûr, François. Voudrais-tu un café ? Je viens d'en faire, ai-je proposé, essayant de maintenir la cordialité malgré la tension qui planait dans l'air. Il s'est tourné vers moi avec un sourire sarcastique qui m'a glacé le sang. C'était comme si un masque était tombé, révélant une personne complètement différente de celle que j'avais connue pendant toutes ces années. « Je n'ai pas besoin de café, Thérèse. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu comprennes ta nouvelle situation, » a répondu François, s'asseyant dans le fauteuil qui avait toujours été celui de mon mari. Son attitude m'a profondément choquée, car il n'avait jamais montré un tel manque de respect. Je me suis assise sur le canapé, essayant de comprendre ses mots et le ton agressif avec lequel ils avaient été prononcés. Ma situation ? Je ne comprends pas de quoi tu parles, ai-je répondu, sentant mon cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans l'attitude de François qui m'alertait d'un danger imminent. Ses yeux brillaient d'une froideur qui m'a rappelé les derniers mois de vie de Camille, quand elle semblait constamment tendue et inquiète. François s'est penché en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux et me regardant directement. « Je vais être très claire, Thérèse.
Camille est partie, et avec elle toute obligation que j'avais envers toi. Cette maison est trop grande pour une vieille femme seule, et j'ai des projets pour elle, a-t-il déclaré, me faisant glacer le sang dans les veines. Comment ça, des projets? C'est ma maison, François. Mon mari et moi l'avons construite avec beaucoup de sacrifices, ai-je répliqué, ressentant un mélange d'indignation et d'incrédulité. L'audace de cet homme dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Comment osait-il entrer dans ma maison et me parler de cette façon? C'était ta maison, Thérèse, mais les choses ont changé, a dit François, se levant et marchant jusqu'à la fenêtre. Il a observé le jardin dont je prenais tant soin, comme s'il calculait déjà sa valeur. Camille a laissé des documents intéressants et j'ai découvert qu'elle avait des droits sur cette propriété dont tu n'avais même pas idée. J'ai senti comme si le sol disparaissait sous mes pieds. Camille n'avait jamais mentionné quoi que ce soit concernant des documents ou des droits sur la maison. En tant qu'épouse, elle hériterait naturellement de mes biens, mais cela ne serait pertinent qu'après ma mort. Ce que François insinuait n'avait aucun sens. Tu mens, François. Camille n'aurait jamais rien fait contre moi, ai-je protesté, me levant également. Ma voix tremblait d'émotion, mais j'étais déterminée à ne pas me laisser intimider par cet homme. S'il y a des documents, j'exige de les voir immédiatement. François rit cruellement, un son qui me fit frissonner de la tête aux pieds. Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit, Thérèse. Camille a signé certains papiers pendant le mariage dont vous n'avez pas connaissance. Et maintenant, en tant que veuf, j'ai des droits que j'ai l'intention d'exercer, expliqua-t-il, se rasseyant tout en m'observant avec une satisfaction malicieuse. Même si c'était vrai, que voulez-vous de moi? Demandai-je, bien que je craignais déjà la réponse. L'expression de François devenait de plus en plus sombre, et je sentais que quelque chose de terrible allait se produire. C'est simple, Thérèse. Vous allez quitter cette maison. Aujourd'hui même, déclara François, croisant à nouveau les bras. J'ai déjà recherché quelques maisons de retraite dans la région, des endroits appropriés pour les personnes de votre âge. Il est temps d'accepter que votre vie a complètement changé. Ces paroles m'ont frappé comme un coup dans l'estomac. Je me suis agrippé au dossier du canapé, essayant de garder l'équilibre pendant que je digérais cette information choquante. Vous ne pouvez pas être sérieux, François. Cette maison est la mienne depuis plus de 40 ans. Tous mes souvenirs sont ici, toute ma vie. Vos souvenirs ne paient pas les factures, Thérèse, rétorqua François, se levant à nouveau et marchant dans ma direction. J'ai des dettes, des engagements, et cette maison vaut une belle somme sur le marché actuel. Je ne peux pas me permettre de garder une vieille femme ici par sentimentalisme. La cruauté de ces paroles m'a coupé le souffle. Pendant toutes ces années, j'avais traité François comme un fils, l'accueillant à ma table, prenant soin de lui quand il était malade, le soutenant dans ses moments difficiles. Et maintenant, il me traitait comme un fardeau, comme quelque chose de jetable. François, s'il vous plaît, parlons calmement. Je suis sûre que nous pouvons trouver une solution qui convienne à nous tous, tentai-je de négocier, faisant appel à toute trace d'humanité qui pourrait encore exister en lui. Mais l'expression sur son visage me dit que ce serait inutile. La seule solution est que vous partiez d'ici, Thérèse. Et si vous ne partez pas de bon gré, vous partirez de force, menaça François, s'approchant encore plus. Sa voix avait pris un ton menaçant qui me fit reculer instinctivement. J'ai déjà arrangé une place à la maison de retraite Saint-François. C'est un endroit propre, avec des gens de votre âge. Vous vous adapterez rapidement. Je n'irai nulle part, c'est ma maison, criai-je, trouvant des forces que je ne savais pas posséder. L'indignation avait surpassé la peur, et j'étais prête à me battre pour mes droits. Si vous avez des documents, prouvez-le. Montrez-moi ces papiers que Camille a soi-disant signés. François rit à nouveau, mais cette fois, il y avait une note d'irritation dans sa voix. Vous n'avez toujours pas compris, Thérèse? Je ne demande pas votre avis. Je vous informe de ma décision, dit-il, marchant vers la porte d'entrée. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour faire vos bagages. Demain matin, on viendra vous chercher. Vous êtes un monstre, François.
Camille serait horrifiée si elle savait de quoi vous êtes capable, m'exclamai-je, le suivant jusqu'à la porte. Les larmes commençaient à couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était de la pure révolte contre cette injustice. François s'arrêta sur le seuil de la porte et se retourna vers moi une dernière fois. Ses yeux brillaient d'une méchanceté qui me fit enfin comprendre pourquoi Camille avait semblé si malheureuse ces dernières années. « Allez en maison de retraite, vieille femme !» cria-t-il, crachant les mots avec mépris. « Votre fille est morte, et avec elle s'est terminée votre utilité en ce monde. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard au cœur. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, l'observant marcher vers sa voiture d'un pas ferme et décidé. Avant d'entrer dans le véhicule, il s'est encore retourné et m'a fait un signe de la main sarcastique, comme s'il venait de me rendre service. J'ai fermé la porte et me suis adossé contre elle, essayant de contrôler les sanglots qui menacèrent de me submerger complètement. En quelques minutes, ma vie avait été bouleversée par un homme que j'avais considéré comme faisant partie de la famille. La douleur de la perte de Camille se mêlait maintenant à l'humiliation et au désespoir de me voir expulsé du seul foyer que j'avais connu. Durant le reste de cette matinée, j'ai erré dans la maison comme un fantôme, touchant les meubles et les objets qui racontaient l'histoire de ma vie. Chaque photographie, chaque souvenir, chaque coin de cet endroit représentait des décennies d'amour, de travail et de dévouement. L'idée d'abandonner tout cela était simplement insupportable. Vers midi, le téléphone a sonné. C'était François à nouveau, mais cette fois sa voix sonnait différemment, presque haletante. « Thérèse, j'ai besoin que vous me disiez où Camille gardait les documents importants, dit-il, essayant de dissimuler une anxiété évidente. « Pourquoi voulez-vous savoir cela maintenant, François ?» demandai-je méfiante. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'intriguait, comme s'il avait découvert quelque chose d'inattendu. « Dis-moi simplement où sont les papiers, Thérèse. C'est important, » insista François, visiblement irrité par mon hésitation. Je pouvais entendre des bruits en arrière-plan, comme s'il était dans un lieu public. « Si tu as des droits sur ma maison, tu devrais savoir où sont les documents, » ai-je répondu, décidant de ne pas lui faciliter les choses. Quelque chose me disait que François avait découvert que sa situation n'était pas aussi simple qu'il l'imaginait. « Thérèse, ne complique pas les choses. Dis-moi simplement où Camille gardait les papiers de la banque et les autres documents financiers, » dit François. Et je pouvais percevoir un ton presque désespéré dans sa voix. « François, tu es à la banque ?» ai-je demandé, pressentant que quelque chose d'important se passait. Le silence, à l'autre bout du fil, confirma mon soupçon. « Ça ne te regarde pas. Réponds-moi simplement, » cria François, perdant complètement son sang-froid. J'entendais des voix en arrière-plan, comme si des gens discutaient d'une situation compliquée. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne faciliterais plus rien pour cet homme cruel. « Si tu veux les documents de Camille, cherche-les toi-même. Je ne t'aiderai plus en rien, » ai-je dit, raccrochant fermement le téléphone. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau, mais cette fois, c'était une voix inconnue. « Madame Thérèse ? Ici le docteur Étienne Quentin, directeur de la Banque centrale. Monsieur François Kilian est ici avec nous et souhaiterait vous parler. » Mon cœur s'emballa. Que se passait-il à la banque pour que le directeur lui-même m'appelle? « Docteur Étienne, que se passe-t-il » ai-je demandé, sentant que quelque chose de très important était sur le point d'être révélé. « Madame Thérèse, serait-il possible que vous veniez ici? Il y a certaines questions concernant l'héritage de votre fille qui doivent être éclaircies de toute urgence, » expliqua le directeur, d'une voix professionnelle mais préoccupée. 20 minutes plus tard, j'étais à la banque, conduite jusqu'au bureau du directeur. En traversant le hall, j'ai vu François assis sur une chaise, le visage pâle et les mains visiblement tremblantes. Quand il m'a vue, ses yeux se sont écarquillés de surprise et de ce qui semblait être de la panique. Le docteur Étienne Quentin m'a reçu dans son bureau
avec une cordialité qui contrastait drastiquement avec la tension qui flottait dans l'air. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux gris bien coiffés et des lunettes dorées qui lui donnaient un air de sérieux professionnel. Il m'a proposé un fauteuil confortable face à son bureau en acajou, tandis que François restait assis de l'autre côté de la pièce, visiblement agité et évitant mon regard. « Madame Vivien, merci d'être venue si rapidement, » dit le directeur, ajustant ses lunettes et ouvrant un dossier rempli de documents. « Je dois éclaircir certaines questions concernant le compte de votre fille Camille et la tentative de Monsieur Kilian d'accéder aux ressources laissées par elle. » J'ai observé François du coin de l'œil et remarqué que ses mains continuèrent de trembler. Il y avait de la sueur sur son front et il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures. La transformation était si dramatique que j'ai presque eu pitié de lui pendant un moment, mais je me suis rapidement rappelé les paroles cruelles qu'il avait prononcées ce matin. « Docteur Étienne, Monsieur François m'a informé qu'il possède des droits sur les biens de Camille, y compris ma maison, ai-je expliqué, essayant de garder une voix ferme malgré l'anxiété que je ressentais. Il a dit que Camille avait signé des documents que j'ignorais, lui transférant des droits. Le directeur haussa les sourcils et regarda François avec une expression mêlant surprise et désapprobation. « Monsieur Kilian, faites-vous référence à la conversation que nous venons d'avoir ?» demanda Quentin, feuilletant les papiers devant lui. « Car je dois préciser que les informations que vous m'avez fournies ne correspondent pas à la réalité des faits. » François bougea inconfortablement sur sa chaise, levant finalement les yeux pour regarder le directeur. « Docteur Étienne, il doit y avoir une erreur. Camille était ma femme, et naturellement j'ai hérité de ses biens, dit-il, mais sa voix sonnait moins assurée que ce matin. J'ai juste besoin d'accéder à ses comptes pour régler quelques questions financières urgentes. »« Ah, monsieur Kilian, mais c'est là que se trouve le problème, » répondit Quentin, sortant un document spécifique du dossier et le posant sur le bureau. Madame Camille Vivien Kilian possédait effectivement des ressources significatives dans notre institution, mais elle a pris des dispositions très précises concernant le sort de ces ressources. Je sentis mon cœur s'accélérer. Camille n'avait jamais mentionné quoi que ce soit à propos de ressources significatives ou de dispositions spéciales. Pendant toutes ces années, elle avait toujours semblé vivre modestement avec François, sans jamais montrer qu'elle possédait de grosses sommes d'argent. La révélation du directeur me rendait de plus en plus confuse et curieuse. « Quel genre de disposition ?» ai-je demandé, me penchant légèrement en avant. Je pouvais voir que François était également totalement absorbé par la conversation, sa respiration visiblement accélérée. Il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait une panique mal dissimulée, comme s'il commençait à comprendre que ses plans ne se dérouleraient pas comme prévu. Le docteur Quentin ajusta à nouveau ses lunettes et ouvrit le document devant lui. « Madame Vivien, votre fille Camille a tenu à laisser des instructions très claires concernant ses ressources financières. Elle possédait un compte d'épargne avec une somme considérable, ainsi que des investissements qu'elle faisait discrètement depuis des années. »« Comment ça, discrètement ?» ai-je interrompu, sincèrement surprise. « Camille n'a jamais mentionné d'investissement ou de grosses sommes. Elle m'a toujours semblé vivre simplement. »« Exactement, » acquiesça Quentin, lançant un regard significatif à François. « Votre fille était très prudente avec ses finances. Elle est venue me voir il y a environ 2 ans, inquiète de certains aspects de son mariage, et a décidé de prendre des mesures préventives pour protéger son patrimoine. » François se leva brusquement de sa chaise, le visage rouge d'indignation. « Quelle mesure préventive ? Camille ne m'a jamais rien dit à ce sujet. En tant qu'épouse, elle ne pouvait pas prendre de décisions financières importantes sans me consulter, » s'exclama-t-il en marchant vers le bureau du directeur d'un pas agité. « Monsieur Kilian, veuillez vous asseoir, » dit Quentin fermement, indiquant la chaise d'un geste autoritaire. « Les décisions de Madame Camille ont été prises en toute légalité,
et elle avait parfaitement le droit de gérer ses ressources comme elle le jugeait approprié. François se rassit, mais il était clairement furieux et désespéré. Je pouvais voir qu'il commençait à comprendre que la situation n'était pas du tout comme il l'avait imaginé. La confiance arrogante du matin avait complètement disparu, remplacée par une anxiété grandissante qu'il parvenait à peine à dissimuler. « Docteur Quentin, pourriez-vous expliquer exactement quel type de mesures Camille a pris ?» ai-je demandé, ressentant un mélange de curiosité et d'appréhension. Une partie de moi craignait de découvrir que ma fille avait traversé des difficultés que j'ignorais, mais une autre partie était impatiente de comprendre ce qui se passait. Le directeur feuilleta quelques documents avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Madame Vivien, Camille a établi un testament très spécifique, en plus d'avoir créé une structure de protection pour ses ressources. Elle était particulièrement soucieuse de s'assurer que sa mère soit correctement prise en charge s'il lui arrivait quelque chose. »« Ma mère ?» répéta François, sa voix montant d'une octave. « Quel genre de prise en charge? Camille n'a jamais mentionné qu'elle laisserait de l'argent à Thérèse. »« Monsieur Kilian, votre épouse a laissé des instructions très claires, » poursuivit Quentin, sortant un autre document du dossier. « Elle a stipulé qu'en cas de décès, toutes ces ressources financières devraient être utilisées en priorité pour garantir le bien-être et la sécurité de sa mère, Madame Thérèse Vivien. » Je sentis comme si le monde s'était arrêté autour de moi. Camille avait pensé à moi, s'était souciée de moi-même dans ces moments les plus difficiles. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et d'amour pour une fille qui avait fait preuve d'une sagesse et d'une attention que je n'aurais jamais imaginées. « C'est impossible !» cria François, se levant à nouveau et frappant du poing sur le bureau du directeur. « Je suis le veuf, j'ai des droits légaux sur l'héritage de mon épouse. Vous ne pouvez pas simplement ignorer mes droits conjugaux. » Le docteur Quentin resta imperturbable face à l'explosion de François, maintenant son attitude professionnelle et calme. « Monsieur Kilian, je comprends votre frustration, mais je dois vous informer que votre épouse a également laissé des instructions spécifiques concernant votre situation, dit-il, sortant un troisième document du dossier. Camille savait que vous pourriez contester ces décisions. « Quelles instructions ?» demanda François, sa voix révélant maintenant une panique mal dissimulée. Il se rassit, mais il tremblait visiblement, comme s'il pressentait que quelque chose de très mauvais allait être révélé. J'observais toute la scène avec une fascination croissante, commençant à comprendre que ma fille avait été beaucoup plus astucieuse que je ne l'avais jamais imaginé. Quentin ouvrit le document et commença à lire à voix haute. Camille Vivien Kilian, en pleine possession de ses facultés mentales, déclare qu'en cas de décès, ses ressources financières devront être utilisées exclusivement pour garantir que sa mère, Thérèse Vivien, puisse vivre dans la dignité et la sécurité pour le reste de sa vie. « Continuez à lire » demanda François, sa voix maintenant presque un murmure. Il y avait quelque chose dans son expression qui me fit comprendre qu'il savait qu'il y avait plus d'informations et que ces informations ne seraient pas en sa faveur. Déclare également être consciente des problèmes conjugaux qu'elle traverse, y compris les comportements inappropriés et menaçants de son époux François Kilian, poursuivit le directeur, faisant visiblement pâlir François. Et que, par conséquent, elle stipule que ledit François Kilian n'aura accès à aucune de ses ressources financières. Le silence qui suivit fut assourdissant. François resta complètement immobile, comme frappé par la foudre. Je pouvais voir qu'il assimilait l'information, comprenant enfin que tous ses plans s'étaient totalement effondrés. L'arrogance et la cruauté du matin avaient cédé la place à un désespoir profond et visible. « Il y a plus, monsieur Kilian, » poursuivit Quentin, visiblement déterminé à clarifier tous les aspects de la situation. Camille a également laissé des instructions spécifiques concernant la maison de Madame Vivien, établissant que des ressources
suffisante devait être mise de côté pour garantir que sa mère ne perde jamais sa résidence. François se leva lentement, chancelant légèrement comme s'il avait perdu l'équilibre. Son visage avait pris une pâleur cadavérique, et je pouvais voir que ses jambes tremblaient. « Combien d'argent Camille avait-elle » demanda-t-il d'une voix presque inaudible. Le docteur Quentin consulta ses documents avant de répondre. « Monsieur Kilian, entre l'épargne, les investissements et les assurances vie, votre épouse a laissé des ressources de l'ordre de 350 000 réais, tous destinés exclusivement aux soins de sa mère. » L'impact de cette révélation fut dévastateur pour François. Il s'agrippa au dossier de la chaise, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité. C'était une somme significative, bien plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer, et il découvrait maintenant qu'il n'aurait accès à aucun centime. 350 000 réais, répéta-t-il, sa voix presque un gémissement. Comment Camille a-t-elle pu amasser autant d'argent sans que je le sache? Votre épouse était très discrète et organisée financièrement, expliqua Quentin. Elle travaillait depuis des années comme comptable freelance, en plus d'avoir reçu un héritage d'une tante éloignée il y a quelques années. Elle investissait méthodiquement et vivait simplement pour pouvoir accumuler des ressources. La révélation me choqua profondément. Camille avait toujours mentionné ses travaux de comptabilité, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle puisse amasser une somme aussi importante. Et elle avait fait tout cela en pensant à moi, s'inquiétant de mon avenir même alors qu'elle affrontait des difficultés dans son propre mariage. François fit quelques pas chancelants vers la fenêtre, s'appuyant contre le mur. Sa respiration était rapide, et je pouvais voir qu'il luttait pour assimiler toutes ces informations. La découverte qu'il avait perdu l'accès à une fortune considérable le dévastait visiblement. « Monsieur Kilian, il y a encore une dernière information que je dois partager, » dit Quentin, sortant une enveloppe scellée de son dossier. Camille a laissé une lettre personnelle à remettre au cas où vous tenteriez de contester ses décisions ou de causer des problèmes à sa mère. François se retourna lentement, les yeux fixés sur l'enveloppe, comme si c'était un serpent venimeux. « Quelle lettre ?» demanda-t-il, mais sa voix était si faible que je l'entendis à peine. Il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait qu'il savait exactement de quoi il s'agissait. Le directeur ouvrit l'enveloppe avec soin et en sortit une feuille de papier pliée. Cette lettre contient des informations que Camille a recueillies sur des comportements inappropriés durant le mariage, incluant des preuves qui pourraient être pertinentes dans des procédures légales, expliqua Quentin, observant François attentivement. La réaction de François fut immédiate et dramatique. Ses yeux se révulsèrent, ses jambes cédèrent complètement, et il s'effondra sur le sol du bureau du directeur dans un bruit sourd. L'impact de la révélation finale avait été trop pour lui, et son corps n'avait simplement plus pu se maintenir debout face à l'ampleur de sa défaite. Je me précipitai vers le sol, où François était tombé, mon inquiétude instinctive surpassant momentanément toute la rancœur que je ressentais envers lui. Le docteur Quentin se leva également rapidement, contournant son bureau pour vérifier l'état de mon gendre. François était inconscient, mais respirait normalement, son visage toujours pâle comme un linge. « Docteur Quentin, devrions-nous appeler une ambulance ?» demandai-je, m'agenouillant à côté de François et vérifiant son pouls dans le cou, comme j'avais appris pendant les mois où je m'occupais de mon mari malade. Malgré tout ce qu'il m'avait fait endurer cette terrible matinée, je ne pouvais pas simplement ignorer une personne évanouie. « Je pense que c'est juste un évanouissement dû au choc émotionnel, » répondit Quentin, desserrant la cravate de François et vérifiant ses paupières. « Je vais demander à ma secrétaire d'apporter un verre d'eau et peut-être des sels aromatiques. » Monsieur Kilian semble avoir été très fortement affecté par les révélations concernant l'héritage. J'observais le visage de François pendant qu'il restait inconscient et pendant un instant, je me suis rappelé du jeune homme que ma fille avait ramené à la maison pour la première fois. Il semblait si différent à l'époque
plus gentil et attentionné. Camille rayonnait de bonheur et j'avais été sincèrement heureuse de la voir si amoureuse. Comment les gens pouvaient-ils tant changer au fil des années? Madame Vivien, en attendant que Monsieur Kilian se remette, puis-je en profiter pour vous expliquer quelques détails pratiques concernant les ressources laissées par Camille, suggéra Quentin, retournant à son bureau et organisant les documents. Il y a certaines démarches que nous devons entreprendre pour formaliser l'accès aux ressources. Bien sûr, maître Quentin, répondis-je, en me levant du sol tout en restant proche de François, au cas où il se réveillerait. J'avoue que je suis encore en train d'assimiler tout cela. Camille ne m'a jamais dit qu'elle avait amassé autant d'argent, ni qu'elle s'inquiétait pour mon avenir de cette façon. Le directeur ajusta ses lunettes et ouvrit un autre document du dossier. Votre fille était très discrète concernant ses finances, mais aussi très déterminée, expliqua-t-il avec un sourire respectueux. Elle m'a contacté pour la première fois il y a environ 3 ans, voulant ouvrir un compte d'épargne séparé. Elle disait vouloir garantir son indépendance financière. Il y a 3 ans, répétai-je, faisant des calculs mentaux. Camille était déjà mariée depuis 2 ans à cette époque. Pourquoi aurait-elle ressenti le besoin d'avoir une indépendance financière si le mariage se passait bien? Quentin hésita un moment, choisissant visiblement ses mots avec précaution. Madame Vivien, ce n'est pas mon rôle de commenter les questions personnelles des clients, mais je peux dire que Camille manifestait des inquiétudes croissantes concernant la stabilité de sa situation domestique. À ce moment-là, François commença à bouger au sol, émettant quelques gémissements faibles, tandis qu'il reprenait conscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement et il passa quelques secondes à regarder le plafond de la pièce, clairement désorienté. Quand il finit par fixer son regard sur moi et maître Quentin, la réalité de la situation le frappa à nouveau de plein fouet. Ce n'était pas un cauchemar, murmura François, essayant de s'asseoir difficilement. Camille m'a vraiment fait ça. Elle a caché tout cet argent et ne m'a rien laissé. Monsieur Kilian, votre épouse n'a rien caché, corrigea Quentin fermement, l'aidant à se lever et à s'asseoir sur une chaise. Elle a géré ses propres ressources de manière responsable et légale. Le fait que vous ignoriez l'étendue de ses finances personnelles ne rend pas ses actions inappropriées. François passa ses mains sur son visage, encore visiblement bouleversé. 350 000 €, répéta-t-il, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire la somme. Comment a-t-elle pu me cacher autant d'argent pendant toutes ces années? Camille n'a rien caché, François, intervins-je, ressentant un mélange de fierté et de tristesse face à la sagacité de ma fille. Elle a été discrète et intelligente. Peut-être que si vous aviez prêté plus d'attention à ses intérêts et ses activités, vous auriez su pour ses travaux de comptabilité et ses investissements. Le visage de François se tordit dans une expression de colère et de frustration. Mais je suis son mari. J'ai des droits légaux sur cet héritage, s'exclama-t-il, frappant du poing sur l'accoudoir de la chaise. Ce ne peut pas être légal qu'une épouse cache des ressources financières importantes à son mari. Monsieur Kilian, chaque conjoint a le droit de maintenir des comptes personnels et de faire des investissements individuels, expliqua Quentin patiemment, particulièrement quand il n'y a pas de régime de communauté universelle de biens. J'ai vérifié vos documents de mariage et c'était un régime de communauté réduite aux acquêts. Communauté réduite aux acquêts, demandai-je, ne comprenant pas complètement les implications légales. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que seuls les biens acquis après le mariage sont partagés entre les époux, éclaircit le directeur. Les ressources que Camille a accumulées grâce à son travail personnel et l'héritage qu'elle a reçu de sa tante lui appartenaient exclusivement pour les gérer comme elle le souhaitait. François se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre de la pièce d'un pas nerveux. Mais la maison de Thérèse appartenait aussi à Camille, dit-il, se retournant pour nous faire face. Si Camille avait tant d'argent, pourquoi n'a-t-elle pas acheté sa propre maison? Pourquoi ont-ils continué à vivre dans la maison de la belle-mère?
La question de François me fit réfléchir sur des aspects de la vie de Camille que je n'avais peut-être pas complètement compris. C'était vrai qu'elle et François avaient continué à vivre dans ma maison après le mariage, ce qui à l'époque m'avait semblé naturel et pratique pour tous. « Monsieur Kilian, votre épouse a laissé des explications sur cette question également, » répondit Quentin, consultant un autre document. Camille considérait la maison de sa mère comme un foyer familial qui devait être préservé. Elle voyait sa contribution financière à l'entretien de la maison comme un investissement dans la sécurité et le bien-être de la famille. « Quelle contribution financière ?» demanda François, sa voix révélant une confusion sincère. « Camille ne m'a jamais dit qu'elle payait pour l'entretien de la maison. J'ai toujours cru que nous y vivions gratuitement. » J'ai ressenti un pincement de surprise et de fierté. Ma fille avait contribué financièrement à la maison sans jamais le mentionner, ni à moi, ni apparemment à son propre mari. Elle avait été incroyablement discrète et généreuse, prenant soin de moi sans faire étalage de ses sacrifices. Camille versait mensuellement une somme importante sur un compte spécifique destiné aux dépenses de la maison de sa mère, expliqua Quentin nous montrant un relevé bancaire. Impôts, entretien, rénovation nécessaire, factures d'électricité et d'eau, tout a été payé par elle ces 3 dernières années. 3 ans, répétai-je, calculant mentalement. Depuis quand a-t-elle ouvert ce compte d'épargne séparé? Exactement, confirma le directeur. Camille organisait ses finances de manière très systématique, s'assurant que sa mère ait une sécurité financière indépendamment de ce qui pourrait lui arriver. François se rassit, passant ses mains dans ses cheveux avec des gestes désespérés. Alors elle prévoyait de me quitter, dit-il, plus pour lui-même que pour nous. Tout ce temps, Camille se préparait à m'abandonner. « Monsieur Kilian, je ne peux pas spéculer sur les intentions personnelles de votre épouse, » répondit Quentin diplomatiquement. Je peux seulement confirmer qu'elle prenait des dispositions pour garantir la sécurité financière de sa mère. J'observais François luttant pour assimiler toutes ces révélations, et pour la première fois depuis la mort de Camille, je commençais à comprendre que ma fille avait peut-être rencontré des difficultés dans son mariage qu'elle m'avait caché. La discrétion financière, les préoccupations pour mon avenir, le besoin de créer un filet de sécurité. Tout cela suggérait que Camille s'était préparée à des éventualités que j'ignorais. Docteur Quentin, y a-t-il autre chose que je doive savoir sur les dispositions de Camille? Demandai-je, sentant qu'il y avait encore des aspects de la situation qui n'avaient qu'un pas été éclaircis. Vous avez mentionné une lettre concernant des comportements inappropriés pendant le mariage. Le directeur regarda François, qui avait de nouveau pâli en entendant mentionner la lettre. Madame Vivien, Camille a laissé des instructions spécifiques sur le moment où cette lettre devrait être ouverte et son contenu divulgué, expliqua Quentin avec précaution. Pour l'instant, je peux seulement confirmer qu'elle a documenté des situations qui l'inquiétaient. Quel genre de situation, insistai-je, bien qu'une partie de moi redoutait la réponse. Je commençais à soupçonner que ma fille avait plus souffert pendant son mariage que je ne l'avais jamais imaginé, et la culpabilité de n'avoir pas remarqué les signes commençait à me ronger. François se leva à nouveau, cette fois marchant vers la porte du bureau. « Je n'ai pas besoin d'entendre tout cela, » dit-il, sa voix chargée d'amertume et de défaite. « Il est clair que Camille a tout planifié pour m'humilier et me laisser sans rien. Monsieur Kilian, je vous suggère de considérer un conseil juridique si vous souhaitez contester les dispositions testamentaires de votre épouse, » dit Quentin professionnellement. Bien que je doive vous avertir que les dispositions prises par Camille sont très bien fondées juridiquement. François s'arrêta la main sur la poignée de la porte, se retournant pour me regarder une dernière fois. « Thérèse, cela ne se passera pas comme ça, » dit-il, sa voix contenant une menace à peine voilée. « Je vais me battre pour mes droits, et vous regretterez de vous être mêlé de cela. » « François, je ne me suis mêlé de rien, » répondis-je calmement, bien que je sente mon cœur s'accélérer face à la menace. Camille a pris ses décisions seule, en pensant à me protéger et à se protéger elle-même.
S'il y a quelque chose que vous devriez vous demander, c'est pourquoi votre propre épouse a ressenti le besoin de se protéger de vous. » L'expression sur le visage de François changea radicalement, passant de la colère à quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Il ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots appropriés. Finalement, il ouvrit simplement la porte et sortit du bureau, me laissant seul avec le docteur Quentin. « Madame Vivien, je regrette qu'il ait été nécessaire d'assister à cette situation désagréable, » dit Quentin, réorganisant les documents sur son bureau. « Mais je crois que nous pouvons maintenant procéder aux formalités nécessaires pour que vous ayez accès aux ressources laissées par Camille. » Je me sentis soudainement épuisé, comme si toute la tension des dernières heures m'avait finalement frappé d'un coup. La découverte que ma fille s'était secrètement préparée pour protéger mon avenir était à la fois réconfortante et dévastatrice, car cela suggérait qu'elle avait traversé des difficultés que j'aurais dû remarquer. « Puis-je vous poser une question personnelle, docteur Quentin ?» dis-je, encore en train de digérer toutes les révélations sur les préparatifs secrets de Camille. « En tant que directeur de banque, avez-vous eu l'impression que ma fille rencontrait des difficultés dans son mariage ?» Quentin hésita un moment, pesant clairement ses mots avec professionnalisme. « Madame Vivien, Camille a toujours été très discrète concernant sa vie personnelle pendant nos réunions, répondit-il diplomatiquement. Mais je peux dire qu'elle manifestait une préoccupation croissante pour les questions de sécurité financière et d'indépendance personnelle. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge en réalisant que ma fille avait porté des fardeaux dont j'ignorais tout. En tant que mère, j'aurais dû remarquer les signes que quelque chose n'allait pas dans son mariage. La culpabilité commença à me consumer, se mêlant à la gratitude pour les précautions qu'elle avait prises pour moi. A-t-elle jamais mentionné pourquoi elle ressentait le besoin de cacher ses dispositions à son propre mari ? Insistai-je, ayant besoin de mieux comprendre la situation que Camille avait affrontée. Est-ce normal qu'une épouse garde des secrets financiers de cette ampleur ? Le directeur ajusta ses lunettes et consulta à nouveau les documents devant lui. Camille m'a expliqué qu'elle souhaitait avoir l'autonomie nécessaire pour s'occuper de sa famille sans devoir justifier chaque décision financière, dit-il prudemment. Elle a mentionné que certains de ses choix n'étaient pas bien compris chez elle. « Quel genre de choix ?» demandai-je, sentant que je commençais à découvrir des aspects de la personnalité de mon gendre que j'avais ignorés pendant toutes ces années. François s'opposait-il aux soins qu'elle me prodiguait ? Quentin acquiesça légèrement, confirmant mes soupçons grandissants. Votre fille a mentionné quelques discussions concernant les dépenses liées aux soins médicaux et à l'entretien de la maison familiale, expliqua-t-il. Elle sentait qu'elle devait avoir ses propres ressources pour pouvoir continuer à aider quand nécessaire. Cette révélation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. François s'était opposé aux soins que Camille me prodiguait, la forçant à cacher ses contributions financières pour éviter les conflits domestiques. Ma fille avait subi des pressions et des critiques pour s'occuper de sa propre mère, et j'étais restée complètement ignorante de cette situation. « Docteur Quentin, j'ai besoin d'en savoir plus sur cette lettre que Camille a laissée, » dis-je, déterminée à comprendre pleinement l'étendue des problèmes que ma fille avait affrontés. « Pouvez-vous au moins me donner une indication du type de comportement inapproprié qu'elle a documenté ?» Le directeur ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe scellée portant le nom de Camille, écrit de son écriture familière. « Madame Vivien, Camille a laissé des instructions spécifiques concernant le moment où cette lettre devrait être ouverte, expliqua-t-il solennellement. Selon ces directives, le contenu ne doit être révélé que si M. Kilian tente de contester légalement les dispositions testamentaires. J'observais l'enveloppe dans les mains de Quentin, ressentant un mélange de curiosité et d'appréhension concernant ce que ma fille avait documenté. L'existence de cette lettre suggérait que Camille avait anticipé la possibilité que François réagisse mal à ses dispositions financières,
se préparant à cette éventualité. « Et s'il essaie vraiment de contester le testament ?» demandai-je, inquiète des menaces que François avait proférées avant de quitter la pièce. Il a mentionné qu'il allait se battre pour ses droits. Cela signifie-t-il que je peux perdre tout ce que Camille m'a laissé ? Quentin secoua la tête de manière rassurante. Les dispositions prises par votre fille étaient très bien fondées juridiquement, dit-il avec assurance. Camille a consulté des avocats spécialisés avant de structurer ses dispositions financières. Il serait très difficile pour M. Kilian de contester avec succès. Mais pas impossible, insistai-je, sentant l'anxiété monter en pensant à la possibilité de perdre la sécurité que Camille m'avait procurée. François semblait très déterminé en partant d'ici. Le directeur s'adossa dans son fauteuil, prenant une expression plus sérieuse. « Madame Vivien, je peux vous dire que si M. Kilian tente de contester le testament, le contenu de cette lettre deviendra pertinent pour la procédure légale, expliqua-t-il, touchant légèrement l'enveloppe. Camille a été très méticuleuse dans la documentation des situations qui justifieraient ses décisions financières. L'implication des paroles de Quentin était claire. Ma fille avait enregistré des preuves de comportement problématique de François, créant une protection légale pour ses dispositions testamentaires. Cela suggérait que les problèmes dans le mariage étaient plus graves que je ne l'avais jamais imaginé. Docteur Quentin, puis-je faire les démarches nécessaires pour avoir accès aux ressources dès aujourd'hui ? Ai-je demandé, décidant de me concentrer sur les questions pratiques pendant que je digérais toutes ces révélations émotionnelles. Je dois organiser ma situation financière au plus vite. Quentin a souri et ouvert un dossier avec des formulaires. « Bien sûr, Madame Vivien, » a-t-il répondu efficacement. « J'aurai besoin de certains de vos documents pour formaliser le transfert. Avez-vous apporté votre carte d'identité, votre numéro fiscal et un justificatif de domicile ?» J'ai ouvert mon sac et sorti les documents que j'avais préparés avant de quitter la maison, encore impressionné par ma propre détermination à venir seul à la banque ce matin-là. Quelques heures auparavant, je me sentais complètement démuni et vulnérable, mais je découvrais maintenant une force intérieure dont j'ignorais l'existence. « Voici tous les documents », ai-je dit en les remettant à Quentin. « Combien de temps faut-il pour avoir accès à l'argent ?» Le directeur a examiné mes documents et commencé à remplir quelques formulaires sur l'ordinateur. Comme les fonds sont déjà dans notre établissement et que la documentation est en ordre, je peux libérer l'accès immédiatement, a-t-il expliqué. Je vais tout transférer sur un compte courant à votre nom et vous pourrez disposer des fonds normalement. Pendant que Quentin traitait les informations dans le système bancaire, j'ai réfléchi aux changements dramatiques survenus dans ma vie en quelques heures seulement. Ce matin, j'affrontais la menace d'expulsion et la perspective terrifiante d'être envoyé en maison de retraite. Maintenant, je découvrais que j'avais une sécurité financière suffisante pour vivre confortablement le reste de ma vie. « Madame Vivien, il y a un dernier point que je dois aborder, » a dit Quentin, interrompant mes pensées. Camille a laissé des instructions spécifiques concernant l'entretien de la maison familiale. Elle voulait s'assurer que vous puissiez continuer à y vivre sans souci financier. Quel genre d'instructions ? Ai-je demandé, curieuse de cette nouvelle preuve d'attention de ma fille. A-t-elle créé une sorte de fonds pour les dépenses de la maison ? Le directeur a acquiescé et m'a montré un autre document. Camille a établi un compte spécifique pour couvrir toutes les dépenses liées à l'entretien de la propriété, a-t-il expliqué. Impôts, factures de services publics, réparations nécessaires, tout est couvert pour au moins 10 ans. La prévoyance de Camille m'a émue et impressionnée. Ma fille avait pensé à chaque détail de ma sécurité future, anticipant des besoins que je n'avais pas moi-même envisagés. Elle avait créé un filet de sécurité complet, assurant que je puisse vieillir dignement dans ma propre maison. Elle a vraiment pensé à tout, ai-je murmuré, sentant des larmes de gratitude et de nostalgie me brûler les yeux. Camille a toujours été une fille très organisée et responsable,
mais cela dépasse toutes mes attentes. » Quentin a souri avec une admiration sincère. « Votre fille était une cliente exceptionnelle, » a-t-il dit respectueusement. « Je vois rarement quelqu'un d'aussi jeune faire preuve d'une telle maturité et d'un tel souci de la planification financière familiale. » À ce moment-là, une secrétaire a frappé à la porte et est entrée dans le bureau avec un plateau contenant de l'eau et des documents supplémentaires. « Docteur Quentin, j'ai apporté les formulaires d'ouverture de compte et les relevés que vous avez demandés, » a-t-elle dit en posant les papiers sur le bureau. « Merci, Carla, » a répondu Quentin en organisant les nouveaux documents. « Madame Vivien, j'aurais besoin que vous signiez quelques formulaires pour formaliser l'ouverture de votre compte courant et le transfert des fonds. » J'ai pris le stylo qu'il m'offrait et commencé à signer les documents, lisant attentivement chaque page avant d'apposer ma signature. La responsabilité de gérer une somme aussi importante m'intimidait un peu, mais me donnait aussi un sentiment d'autonomie que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Docteur Quentin, j'aimerais vous poser une question sur les investissements, » ai-je dit, me surprenant moi-même par ma propre initiative financière. Camille a-t-elle déjà mentionné ses stratégies d'investissement? J'aimerais en savoir plus sur la façon dont elle a réussi à accumuler autant d'argent. Le directeur a semblé impressionné par ma question et a ouvert un autre dossier concernant Camille. « Votre fille était très conservatrice dans ses investissements, » a-t-il expliqué. Elle diversifiait entre livrets d'épargne, dépôts à terme et quelques fonds à revenus fixes. Rien de très risqué, mais avec des rendements réguliers au fil du temps. « Et elle faisait tout cela toute seule ?» ai-je demandé admirative de l'indépendance financière que Camille avait développée. Ou recevait-elle des conseils professionnels? Quentin a acquiescé avec approbation. Camille tenait à comprendre chaque investissement avant de prendre une décision, a-t-il dit. Elle lisait beaucoup sur les finances personnelles et me posait toujours des questions détaillées sur les produits que nous proposions. C'était une investisseuse très instruite et disciplinée. L'image de ma fille en tant que femme financièrement sophistiquée et indépendante contrastait radicalement avec l'impression que j'avais de son mariage. Apparemment, Camille avait développé une vie parallèle d'autonomie et de planification qu'elle avait maintenue complètement séparée de sa vie domestique. Puis-je continuer à utiliser les mêmes stratégies d'investissement que Camille utilisait, ai-je demandé, sentant qu'il serait approprié d'honorer sa mémoire en suivant ses méthodes financières. J'aimerais faire fructifier l'argent comme elle le faisait. Quentin a souri et a organisé quelques brochures d'informations sur les investissements. « Certainement, Madame Vivien, » a-t-il répondu avec enthousiasme. « Je peux programmer une réunion spécifique pour discuter des options d'investissement adaptées à votre profil et à vos objectifs. Pendant que nous finalisions les procédures bancaires, je me sentais progressivement transformé par l'expérience. La matinée avait commencé avec François me chassant de la maison en criant « Va en maison de retraite, vieille !» Mais maintenant, je découvrais que j'avais non seulement des ressources financières substantielles, mais aussi une fille qui m'avait aimé et protégé d'une façon que je n'avais jamais complètement comprise. Lorsque nous avons terminé toutes les procédures bancaires, Quentin m'a remis une nouvelle carte et un carnet de chèques provisoires. « Madame Vivien, votre compte est actif et toutes les ressources sont disponibles, » a-t-il dit en organisant les documents dans un dossier qu'il m'a remis. « Je vous recommande de garder ces papiers dans un endroit sûr. » J'ai soigneusement rangé les documents dans mon sac, assimilant encore l'ampleur des changements survenus dans ma vie en quelques heures. Le sentiment de sécurité financière était quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des décennies, et savoir que Camille avait pensé à chaque détail de ma protection me remplissait d'une profonde gratitude mêlée de nostalgie. « Docteur Quentin, j'aimerais me renseigner sur la possibilité d'engager des services domestiques, » ai-je dit, surprise par ma propre initiative. Avec les ressources que Camille m'a laissées, je peux me permettre quelques facilités qui rendront ma vie plus confortable. Le directeur a souri avec approbation et a pris une carte de visite dans un tiroir.
J'ai une excellente recommandation, a-t-il répondu en me tendant la carte. L'entreprise de Madame Béatrice Oliveira offre des services domestiques de haute qualité pour les clients de la banque. Elle est très fiable et a de l'expérience avec les personnes de votre tranche d'âge. J'ai examiné la carte, pensant à ce que ce serait d'avoir une aide régulière pour le ménage et peut-être quelqu'un pour faire les courses quand nécessaire. L'idée de ne plus avoir à me soucier des tâches lourdes me donnait un sentiment de soulagement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Camille a-t-elle déjà mentionné ses plans pour quand je serai plus âgée ? Ai-je demandé, curieuse de savoir jusqu'à quel point ma fille avait planifié mon avenir. A-t-elle discuté des questions de soins médicaux ou d'assistance à domicile ? Quentin a de nouveau consulté les archives de Camille et a hoché la tête pensivement. Votre fille s'est renseignée sur des complémentaires santé et des services de soins à domicile, a-t-il expliqué. Elle recherchait des options pour s'assurer que vous auriez accès aux meilleurs soins médicaux si nécessaire. Cette révélation m'a profondément ému. Camille avait pensé non seulement à ma sécurité financière immédiate, mais aussi aux défis que je pourrais rencontrer en vieillissant. Elle avait anticipé des besoins futurs que je n'avais pas encore sérieusement envisagés moi-même. A-t-elle laissé des directives spécifiques concernant ces questions de santé ? Ai-je insisté, sentant que chaque nouvelle information sur les soins de Camille m'aidait à mieux comprendre l'amour qu'elle avait pour moi. Un fonds spécifique pour les dépenses médicales. Le directeur a ouvert une autre enveloppe plus petite qui se trouvait dans le dossier de Camille. Il y a une provision séparée pour les dépenses de santé et les soins spécialisés, a-t-il dit en me montrant un autre document. Camille a établi un fonds spécifique qui couvrira tous les besoins médicaux ou d'assistance qui pourraient survenir. Pendant que Quentin m'expliquait les détails du fonds de santé, je me sentais complètement protégée par la prévoyance de ma fille. Camille avait créé un filet de sécurité si complet que je pourrais affronter les défis du vieillissement avec dignité et sans devenir un fardeau pour quiconque. Docteur Quentin, je dois vous poser une question sur François, ai-je dit, revenant aux préoccupations immédiates. Il semblait très déterminé à contester les dispositions de Camille. Dois-je me préparer à une bataille juridique ? Quentin a pris une expression plus sérieuse et s'est adossé dans son fauteuil. Madame Vivien, je peux vous assurer que Camille a pris toutes les précautions légales nécessaires, a-t-il répondu avec assurance. Les dispositions testamentaires ont été structurées par des avocats spécialisés et sont pratiquement incontestables. Mais que se passera-t-il si François essaie vraiment, ai-je demandé, toujours inquiète des menaces que mon gendre avait proférées avant de quitter la pièce. Il a mentionné qu'il connaît ses droits et qu'il n'abandonnera pas facilement. Le directeur a de nouveau touché l'enveloppe scellée contenant la lettre de Camille. Si M. Kilian tente de contester légalement, ce document deviendra pertinent pour la procédure, a-t-il expliqué soigneusement. Camille a documenté des situations qui justifient pleinement ses décisions financières. L'implication était claire. Ma fille avait enregistré des preuves du comportement problématique de François, créant une protection supplémentaire pour ses dispositions. Cela suggérait que les problèmes dans leur mariage étaient encore plus graves que je ne l'avais réalisé. Puis-je avoir une copie de cette lettre pour mes archives personnelles ? Ai-je demandé, estimant qu'il serait prudent d'avoir accès aux informations que Camille avait documentées. J'aimerais être préparée à toute éventualité. Quentin a respectueusement secoué la tête. Les instructions de Camille sont très précises concernant la manipulation de cette lettre, a-t-il dit. Elle ne peut être ouverte que dans des circonstances légales spécifiques, mais je peux vous assurer que son contenu protégera entièrement vos intérêts. À ce moment-là, une secrétaire a frappé à la porte et est entrée avec une expression inquiète. « Docteur Quentin, Monsieur Kilian est de nouveau dans le hall, a-t-elle dit à voix basse. Il demande à vous parler de toute urgence. J'ai senti mon estomac se nouer en apprenant que François était revenu à la banque.
Sa détermination à contester les dispositions de Camille était plus forte que je ne l'avais imaginé, et sa persistance me rendait nerveuse concernant d'éventuelles confrontations futures. « Dites à M. Kilian que je suis en réunion et que je ne peux pas le recevoir pour le moment, » a répondu fermement Quentin à la secrétaire. « S'il souhaite prendre rendez-vous, il peut le faire par les voies habituelles. » La secrétaire a acquiescé et s'est retirée, mais je restais préoccupé par l'insistance de François. « Docteur Quentin peut-il créer des problèmes à la banque à cause de cette situation ?» ai-je demandé, craignant que ma présence puisse causer des difficultés professionnelles au directeur. Quentin m'a rassuré avec un sourire confiant. La banque respecte rigoureusement toutes les dispositions légales établies par Camille, a-t-il dit. Monsieur Kilian n'a aucune base légale pour remettre en question nos procédures. Mais peut-il essayer d'intimider d'autres employés ou causer des désagréments? Ai-je insisté, inquiète que François puisse créer des scènes publiques à la banque. Je connais bien son tempérament quand les choses ne vont pas comme il veut. Le directeur a ouvert un tiroir et en a sorti une carte de visite. Si M. Kilian devient problématique, nous avons des procédures de sécurité appropriées, a-t-il expliqué en me tendant la carte. Voici le contact de notre département juridique. S'il y a quelque forme d'intimidation ou de harcèlement, ils pourront vous conseiller sur les mesures appropriées. J'ai rangé la carte dans mon sac, me sentant mieux préparé pour faire face aux éventuelles difficultés avec François. La sensation d'avoir un soutien professionnel et juridique me donnait une confiance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'aimerais poser une dernière question sur Camille, ai-je dit, me préparant à conclure notre réunion. A-t-elle déjà mentionné ses sentiments concernant son mariage? Montrait-elle des regrets ou de la tristesse concernant sa situation personnelle? Quentin a hésité un moment, réfléchissant visiblement à ce qu'il devait révéler des confidences personnelles de Camille. Votre fille a toujours maintenu une attitude très professionnelle lors de nos réunions, a-t-il répondu diplomatiquement. Mais j'ai remarqué qu'elle portait un poids émotionnel considérable ces derniers mois. Quel genre de poids? Ai-je demandé, sentant que je commençais enfin à comprendre les fardeaux secrets que ma fille avait portés. Semblait-elle malheureuse ou sous pression? Le directeur a ajusté ses lunettes et choisi ses mots avec précaution. Camille manifestait une préoccupation croissante concernant son autonomie personnelle et la sécurité familiale, a-t-il expliqué. Elle a mentionné plusieurs fois qu'elle ressentait le besoin d'avoir plus de contrôle sur ses propres décisions. Cette révélation confirmait mes soupçons grandissants sur la nature contrôlante de la relation entre Camille et François. Ma fille s'était battue pour son indépendance et son autonomie dans un mariage qui apparemment limitait sa liberté personnelle. A-t-elle mentionné la possibilité d'une séparation? Ai-je demandé directement, ayant besoin de savoir si Camille avait envisagé de quitter François avant sa mort soudaine. Ou a-t-elle parlé de changements qu'elle souhaitait apporter dans sa vie personnelle? Quentin est resté silencieux pendant un long moment, pesant manifestement l'opportunité de révéler des informations aussi personnelles. Madame Vivien, je peux vous dire que Camille évaluait plusieurs options pour son avenir, a-t-il finalement répondu. Elle manifestait le désir d'avoir plus d'indépendance dans tous les domaines de sa vie. L'implication était suffisamment claire. Camille avait envisagé des changements significatifs dans sa situation personnelle avant sa mort. Cela expliquait pourquoi elle avait pris tant de précautions financières et juridiques, se préparant à une possible rupture avec François. Docteur Quentin, merci beaucoup pour toute votre patience et votre professionnalisme, dis-je en me levant et en lui tendant la main. Les informations que vous avez partagées m'ont aidé à mieux comprendre l'attention que Camille m'a portée. Quentin se leva également et serra chaleureusement ma main. « Ce fut un plaisir de vous aider, Madame Vivien, » répondit-il sincèrement. Camille était une cliente très spéciale, et honorer ses dispositions est une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Tandis que je me préparais à quitter la banque, je ressentais un mélange complexe d'émotions. La gratitude envers la prévoyance de Camille,
se mêlait à la tristesse de n'avoir pas remarqué les problèmes qu'elle affrontait. En même temps, la sécurité financière que je venais de découvrir me donnait la force d'affronter tous les défis que François pourrait présenter à l'avenir. En quittant le bureau du docteur Quentin, j'emportais non seulement les documents garantissant ma sécurité financière, mais aussi une compréhension plus profonde de l'attention que Camille avait consacrée à mon bien-être. Chaque révélation sur les préparatifs minutieux de ma fille me remplissait d'une immense gratitude, mêlée à la douleur de savoir qu'elle avait affronté tant de difficultés seule. Je marchais dans le couloir de la banque d'un pas plus assuré qu'à mon arrivée ce matin. Le sentiment de vulnérabilité qui m'accompagnait depuis la mort de Camille était progressivement remplacé par une confiance renouvelée. Je n'étais plus la belle-mère démunie que François avait tenté d'intimider. J'étais une femme disposant de ressources et de protection juridique solides. Dans le hall principal, je remarquai que François n'était plus là à attendre. Son absence m'apporta un soulagement momentané, bien que je sache que notre confrontation était loin d'être terminée. Les hommes comme mon gendre n'abandonnent pas facilement quand l'argent est en jeu, particulièrement des sommes aussi importantes que celles que Camille m'avait laissées. Je décidai de m'arrêter au café près de la banque avant de rentrer chez moi. J'avais besoin de quelques moments pour assimiler tout ce que j'avais découvert et planifier mes prochaines étapes. Je choisis une table dans un coin, loin des autres personnes, et commandai un café au lait et un pain au sucre. En attendant ma commande, je sortis de mon sac la carte de l'entreprise de services domestiques que le docteur Quentin m'avait recommandée. L'idée d'avoir une aide régulière à la maison n'était pas seulement une question de confort, elle représentait un changement fondamental dans ma perception de ma propre vie. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais m'autoriser certaines facilités sans me sentir coupable ou préoccupé par les dépenses. Je pris mon téléphone portable et composai le numéro de l'entreprise. Une voix féminine répondit professionnellement « Service domestique. Oliveira, Béatrice à l'appareil. Comment puis-je vous aider ?»« Bonjour, je m'appelle Thérèse Vivien, dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Le docteur Étienne Quentin de la banque m'a recommandé vos services. J'aimerais programmer une visite pour discuter de mes besoins domestiques. » Béatrice se montra très attentionnée et professionnelle durant notre conversation. Elle m'expliqua qu'ils offraient des services allant du ménage de base à l'accompagnement pour les courses et les petits soins personnels. « Madame Vivien, je peux vous rendre visite demain matin pour évaluer vos besoins spécifiques, » suggéra-t-elle. « Ainsi nous pourrons élaborer un plan de service adapté à votre routine. » J'acceptai le rendez-vous et fournis mon adresse, me sentant étrangement enthousiasmée par la perspective d'avoir une aide professionnelle à la maison. C'était une sensation nouvelle pour moi, qui avait toujours tout géré seule, même pendant les moments les plus difficiles de ma vie. Lorsque je terminai l'appel, je remarquai qu'une femme à la table voisine m'observait discrètement. Elle semblait avoir un âge similaire au mien et arborait une expression de curiosité mêlée de sympathie. Nos regards se croisèrent et elle sourit timidement. « Excusez mon indiscrétion, mais je n'ai pu m'empêcher d'entendre que vous parliez de services domestiques, » dit-elle en se rapprochant légèrement. « Je m'appelle Ulysse et j'envisage également d'embaucher de l'aide pour ma maison. Serait-ce trop indiscret de vous demander des renseignements sur l'entreprise que vous avez contactée ?» Je souris à Ulysse et l'invitai à me rejoindre. Bien sûr que ce n'est pas indiscret. Au contraire, c'est toujours bon de parler avec quelqu'un qui traverse des situations similaires, répondis-je en lui indiquant la chaise vide à ma table. Le directeur de ma banque m'a recommandé l'entreprise. Je n'ai pas encore utilisé les services, mais la première impression était très bonne. Ulysse s'est assise et a commandé un café. Pendant notre conversation, j'ai découvert qu'elle avait aussi perdu son mari récemment et qu'elle faisait face au défi de réorganiser sa vie. C'est étrange comme certains changements nous forcent à repenser des choses que nous avons toujours considérées comme normales, a-t-elle commenté pensivement. S'occuper seule de la maison n'est pas impossible, mais parfois,
c'est bien d'avoir de l'aide. Je suis tout à fait d'accord, ai-je dit, appréciant cette compagnie inattendue. J'ai longtemps cru que demander de l'aide était un signe de faiblesse, mais maintenant je réalise que c'est simplement une question de bon sens. Pourquoi nous surcharger quand nous pouvons nous permettre certaines facilités? Notre conversation a coulé naturellement, abordant des sujets allant de l'entretien domestique au projet d'avenir. Ulysse a mentionné qu'elle avait pensé déménager dans un appartement plus petit, plus facile à entretenir, tandis que je partageais ma détermination à rester dans la maison où j'avais créé tant de souvenirs avec Camille. Parfois, je me demande si ma fille approuverait les décisions que je prends. Ai-je confié à Ulysse, sentant que je pouvais être honnête avec cette étrangère qui était rapidement devenue une confidente. Elle s'est toujours tellement inquiétée pour moi, et maintenant qu'elle n'est plus là, je dois apprendre à prendre soin de moi différemment. Ulysse a doucement posé sa main sur la mienne à travers la table. Je suis sûre que votre fille serait fière de voir la force dont vous faites preuve, a-t-elle dit sincèrement. Perdre un enfant est la douleur la plus profonde qu'une mère puisse ressentir, mais continuer à vivre avec dignité est la meilleure façon d'honorer leur mémoire. Ces paroles m'ont profondément touchée, m'amenant les larmes aux yeux. C'était réconfortant de parler avec quelqu'un qui comprenait les défis spécifiques auxquels nous faisons face à notre âge, particulièrement après des pertes importantes. « Merci de dire cela », ai-je murmuré, essuyant discrètement mes yeux. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Ulysse a acquiescé avec compréhension. Je connais bien ce sentiment. Il y a des jours où je me réveille avec l'énergie d'affronter n'importe quel défi, et d'autres où j'arrive à peine à sortir du lit, a-t-elle admis. Mais j'ai réalisé qu'accepter de l'aide quand c'est nécessaire me donne plus d'énergie pour gérer les choses vraiment importantes. Nous avons passé plus d'1 heure à discuter, échangeant des expériences et des conseils pratiques sur la façon de gérer notre nouvelle réalité. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, nous avons échangé nos numéros de téléphone et promis de rester en contact. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou simplement envie de parler, n'hésitez pas à m'appeler, a dit Ulysse en m'embrassant chaleureusement. De même pour vous, ai-je répondu, lui rendant son étreinte. C'était très bien d'avoir cette conversation. Parfois, nous avons besoin de perspectives différentes pour voir nos propres situations plus clairement. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à combien cette journée avait été transformatrice à plusieurs égards. Non seulement j'avais découvert l'étendue des précautions financières que Camille avait prises pour moi, mais j'avais aussi trouvé une nouvelle amie et fait des pas concrets pour améliorer ma qualité de vie. En arrivant chez moi, j'ai ressenti l'environnement familier différemment. La maison ne semblait plus être l'endroit où j'étais seule et démunie. C'était le lieu où je pourrais construire une nouvelle phase de ma vie avec sécurité et dignité. Les dispositions que Camille avait prises me donnaient non seulement des ressources financières, mais aussi la confiance nécessaire pour prendre des décisions indépendantes. J'ai soigneusement organisé tous les documents que j'avais reçus à la banque, créant un dossier spécifique pour tout garder en ordre. La sensation d'avoir ma situation financière organisée et documentée m'apportait une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai écrit une lettre à Camille, tout en sachant qu'elle ne pourrait jamais la lire. C'était ma façon d'exprimer ma gratitude pour les soins extraordinaires qu'elle avait consacrés à mon avenir, et aussi une promesse que j'honorerais sa mémoire en vivant avec la dignité et l'indépendance qu'elle avait rendue possible. Ma chère fille, ai-je écrit, aujourd'hui j'ai découvert la profondeur de ton amour pour moi à travers les préparatifs que tu as faits pour assurer ma sécurité. Je promets d'utiliser ces ressources avec sagesse et de vivre chaque jour d'une façon qui te rendrait fière. Ton attention envers moi continuera d'être ma force et mon inspiration. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce matin transformateur à la banque, quand j'ai découvert l'étendue des soins que Camille avait consacrés à mon avenir. La maison où j'avais construit ma vie avec mon défunt mari restait mon refuge, mais elle était maintenant remplie d'améliorations qui rendaient mon quotidien plus confortable et sûr. Béatrice Oliveira
était devenue bien plus qu'une femme de ménage. Elle s'était transformée en une amie chère qui visitait ma maison 3 fois par semaine. Sa présence joyeuse et efficace me permettait de consacrer du temps aux activités qui me procuraient vraiment du plaisir, comme prendre soin du jardin que Camille avait toujours admiré et lire les livres que j'avais négligés pendant des années de soucis financiers. Ce jeudi matin, j'étais en train d'organiser de vieilles photos quand le téléphone a sonné. C'était Ulysse, mon ami du café, qui était devenue une compagne constante et précieuse ces 2 dernières années. « Thérèse, as-tu vu le journal aujourd'hui ?» demanda Ulysse, sa voix chargée d'une excitation mal dissimulée. « Il y a une nouvelle concernant François qui, je crois, va beaucoup t'intéresser. » J'ai senti mon cœur s'accélérer légèrement en entendant le nom de mon ex-gendre. Ces 2 dernières années, François avait tenté plusieurs fois de contester les dispositions testamentaires de Camille, toujours sans succès. Ses avocats s'étaient systématiquement heurtés à la documentation impeccable que ma fille avait préparée, particulièrement après que le contenu de la lettre secrète ait été révélé pendant les procédures légales. « Quel genre de nouvelles, Ulysse ?» ai-je demandé, marchant vers la fenêtre du salon, d'où je pouvais observer le jardin qui était maintenant plus fleuri que jamais. « François essaye-t-il encore de créer des problèmes juridiques ?»« Pas exactement, » répondit Ulysse d'un ton mêlant satisfaction et surprise. Selon le journal, il a été arrêté hier pour fraude financière. Apparemment, il était impliqué dans un système de falsification de documents pour obtenir des prêts bancaires en utilisant les informations des clients de la concession où il travaillait. Cette révélation m'a laissé à la fois choqué et soulagé. Pendant tous ces mois, je m'étais inquiété des tentatives persistantes de François de contester l'héritage de Camille, craignant qu'il puisse trouver une faille juridique pour causer des problèmes. Découvrir qu'il s'était impliqué dans des activités criminelles expliquait beaucoup sur son comportement désespéré. L'article mentionne-t-il un lien avec ses tentatives de contester le testament de Camille ? Ai-je demandé, curieuse de savoir comment les événements récents étaient liés à notre bataille juridique précédente. Ou est-ce une situation complètement distincte ? Ulysse fit une pause, relisant probablement l'article. Le journal mentionne que l'enquête a commencé lorsque des irrégularités ont été découvertes lors d'un audit de routine à la concession, expliqua-t-elle. Apparemment, François falsifiait les documents de revenus des clients pour obtenir l'approbation de financements qui n'auraient jamais dû être autorisés. Cette information m'a fait réfléchir sur le véritable caractère de l'homme que ma fille avait épousé. Camille avait clairement perçu des aspects de la personnalité de François que j'avais ignorés pendant des années de vie familiale. Sa décision de documenter les comportements inappropriés et de protéger ses ressources financières démontrait une sagesse que je ne comprenais pleinement que maintenant. « Thérèse, tu es là ?» demanda Ulysse après quelques moments de silence. « Comment te sens-tu face à cette nouvelle ?»« Je suis en train de digérer tout ça, » ai-je répondu honnêtement, m'asseyant dans le fauteuil qui avait toujours été celui de mon mari. D'un côté, je suis soulagé de savoir que François ne pourra plus m'importuner avec des questions juridiques. De l'autre, je pense à combien Camille a dû souffrir en découvrant le type de personne qu'elle avait épousé. Pendant les procédures juridiques des 2 dernières années, le contenu de la lettre que Camille avait laissée au docteur Quentin avait été révélé. Ma fille avait méticuleusement documenté des épisodes de contrôle financier abusif, des mensonges sur les dépenses familiales et même des menaces voilées lorsqu'elle questionnait les décisions de François. La lettre révélait aussi que Camille avait découvert des irrégularités dans les documents que François ramenait à la maison, suspectant des activités professionnelles douteuses. Camille était plus intelligente que nous ne l'imaginions tous, commenta Ulysse pensivement. Elle t'a protégé non seulement financièrement, mais aussi juridiquement, anticipant exactement le type de problème que François pourrait causer. C'est vrai, ai-je acquiescé, ressentant une vague de gratitude et de nostalgie pour ma fille. Parfois je me demande si elle aurait quitté François, si elle avait vécu plus longtemps. Tous les préparatifs qu'elle a faits
suggèrent qu'elle envisageait des changements significatifs dans sa vie personnelle. Après avoir terminé la conversation avec Ulysse, j'ai décidé d'appeler le docteur Quentin à la banque. Ces 2 dernières années, il était devenu non seulement mon conseiller financier, mais aussi un ami respecté qui avait toujours manifesté un intérêt sincère pour mon bien-être. « Docteur Quentin, c'est Thérèse Vivien, dis-je quand il décrocha le téléphone. J'ai appris l'arrestation de François dans le journal. Est-ce que cela affecte d'une quelconque manière notre situation juridique ?» La voix de Quentin semblait soulagée lorsqu'il répondit « Madame Vivien, en réalité, cette nouvelle résout définitivement toute question en suspens, expliqua-t-il avec une satisfaction évidente. Avec François faisant face à de graves accusations criminelles, toute tentative future de contester les dispositions de Camille devient pratiquement impossible. Et qu'en est-il des ressources que Camille a laissées? Sont-elles complètement protégées d'un clé maintenant? Demandai-je, voulant avoir une certitude absolue sur ma sécurité financière. Pendant 2 ans, j'avais vécu avec la préoccupation constante que François puisse trouver un moyen de contester l'héritage. Complètement protégé, confirma Quentin avec emphase. De plus, les preuves qui ont émergé pendant l'enquête criminelle confirment nombreuses des préoccupations que Camille avait documentées dans sa lettre. Cela valide entièrement les décisions financières qu'elle a prises. Je sentis un énorme poids quitter mes épaules. Pendant 2 ans, j'avais porté l'anxiété de possibles confrontations juridiques avec François, craignant toujours qu'il puisse trouver une faille pour remettre en question les dispositions que Camille avait prises pour moi. Maintenant, je pouvais enfin vivre avec la tranquillité complète que ma fille avait souhaité m'offrir. Docteur Quentin, j'aimerais programmer une réunion pour discuter de quelques investissements supplémentaires, dis-je, décidant de me concentrer sur l'avenir plutôt que de m'inquiéter des problèmes du passé. Avec la situation juridique enfin résolue, je me sens à l'aise pour faire des projets à long terme. Quentin parut sincèrement satisfait de mon initiative. « Ce sera un plaisir, Madame Vivien, » répondit-il chaleureusement. « Vous avez géré vos ressources avec beaucoup de sagesse. Camille serait fière de voir comment vous avez honoré la confiance qu'elle avait placée dans votre capacité à prendre soin de votre propre avenir. Cet après-midi-là, en me promenant dans le jardin qui était devenu mon passe-temps favori, je réfléchis aux transformations extraordinaires que ma vie avait connues. 2 ans auparavant, j'étais une belle-mère vulnérable, menacée d'expulsion par un gendre cruel et cupide. Maintenant, j'étais une femme financièrement indépendante, avec des amitiés solides et la tranquillité de savoir que je pourrais vieillir dignement dans ma propre maison. Les fleurs que j'avais plantées en mémoire de Camille fleurissaient magnifiquement, créant un parterre coloré visible depuis la fenêtre de la cuisine. Chaque fois que je regardais ces fleurs, je sentais la présence aimante de ma fille, me rappelant que son attention envers moi continuait à travers les dispositions judicieuses qu'elle avait prises. Béatrice arriva en fin d'après-midi pour sa visite hebdomadaire, apportant avec elle l'énergie positive qui illuminait toujours ma maison. « Madame Thérèse, vous avez une expression différente aujourd'hui, » observa-t-elle, en rangeant quelques objets dans le salon. « S'est-il passé quelque chose de spécial? J'ai reçu une nouvelle qui résout enfin quelques problèmes qui me préoccupèrent depuis 2 ans, expliquai-je, en lui offrant un café. Mon ex-gendre ne pourra plus me créer de difficultés juridiques. Je peux enfin vivre avec la tranquillité complète que ma fille souhaitait m'offrir. » Béatrice sourit chaleureusement, montrant la joie sincère qu'elle ressentait toujours pour mes réussites personnelles. « Quelle merveilleuse nouvelle, Madame Thérèse. Vous méritez toute la paix et la tranquillité du monde, » dit-elle en m'embrassant affectueusement. « Votre fille doit être très fière de la force et de la dignité avec lesquelles vous avez affronté tous ces défis. » Ce soir-là, avant de dormir, j'écrivis une nouvelle lettre à Camille, poursuivant la tradition que j'avais commencée 2 ans auparavant,
C'était ma façon de maintenir notre connexion émotionnelle et de rendre compte de la manière dont j'utilisais les ressources et les opportunités qu'elle m'avait offertes. « Ma chère Camille, écrivis-je, aujourd'hui, je peux enfin dire que tous tes soins envers moi se sont pleinement concrétisés. François ne peut plus menacer la sécurité que tu as construite pour moi, et je vis exactement comme tu le souhaitais, avec dignité, indépendance et entouré de personnes qui me respectent et prennent soin de moi. Ton amour continue d'être ma force quotidienne et je promets de continuer à honorer ta mémoire à travers chaque choix que je fais. Merci d'avoir été la fille la plus sage et la plus aimante qu'une mère puisse avoir.